Alors maintenant, pour conclure la matinée, d'abord on va écouter vos questions, si vous en avez, et puis on aura ensuite une synthèse de la part d'Audrey Gabet. Alors vos questions d'abord. Oui, alors on a deux questions. Est-ce une forme de sagesse que vous avez essayé de développer? Non, en fait, j'avais un exemple qui vous montrait comment devait fonctionner un data center. Parce que je ne pouvais pas dire, nous serons un centre de biologie prédictive. Le centre, c'était 1500 personnes, 50% de techniciens. Parce que quand il dit c'est une donnée épistémologique, non, c'est de la réalité, en fait. C'est des choses qui viennent du terrain et qui ont été synthétisées. Donc, j'avais un exemple là de comment on a construit un data center qui, justement, répondent à ces questions-là. Eh bien, on a réussi à le faire, à proposer un projet de data center, à aller chercher les financements, à dépasser un petit peu toutes les viscosités entre les disciplines, les viscosités entre l'administration et la science, les viscosités entre les informaticiens et les bioinformaticiens, pour pouvoir aller fonder un centre qui n'est pas simplement en fait un frigo où on va aller mettre des données, mais qui est aussi une occasion de pouvoir aller travailler ensemble et de pouvoir dépasser ensemble les frontières. Donc en fait, l'ensemble des éléments qui ont été donnés là ont été complètement incarnés dans la manière de revisiter l'outil et l'outil instrumental qui nous permettait de stocker les données, tout simplement parce qu'en fait, il y a un gros besoin de stockage, comme on l'a vu, des données, un gros besoin de calcul, et d'utiliser en fait cette occasion-là et cette opportunité-là pour pouvoir aller poser en fait des questions scientifiques majeures, la question du dépassement d'échelle, la question de la revisite des processus expérimentaux et des dispositifs expérimentaux a pu être réalisée avec l'ensemble des chercheurs, des techniciens et des bioinformaticiens d'une manière tout à fait pratique et réaliste. Donc non, ce n'est pas des éléments de sagesse, c'est des éléments, je dirais, Il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont sous-jacentes qu'on ne revisite plus. Et donc c'est tout simplement le fait de pouvoir se dire, il y a des principes qui sont interpellés par le développement des données. Il y a aussi un certain nombre de valeurs et un certain nombre de fondamentaux qui sont là existants et qu'il est intéressant de revisiter et de repositionner dans la manière dont on va construire, y compris les dispositifs expérimentaux. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? On avait deux questions encore, Michel Malherbe. Oui, votre exposé est très intéressant parce qu'il exprime le passage, me semble-t-il, d'un modèle épistémologique à un autre. Le modèle épistémologique classique, qui est celui on va l'appeler le modèle de l'explication, a un autre modèle qui est précisément épistémologique, qui est le modèle épistémologique des modèles, de la modélisation. Et vous avez bien montré ce que cela impliquait de transformation, qu'il s'agisse de la saisie, de l'appréhension des données, qu'il s'agisse du statut de la prédiction, du statut de l'expérimentation et même de la fonction de l'hypothèse. Alors, je voudrais dire juste deux choses. Je retiens une première chose de vous, c'est que finalement la saisie des data répond à un formidable travail d'abstraction. Il y a d'abord la saisie, la covariation. Il faut prouver que la covariation est homologique, et là-dessus, on modélise, c'est-à-dire on construit un système, ce qui modifie complètement le rapport à la réalité. Dans un système et un modèle explicatif, j'ai là un modèle de vérité, alors que dans un modèle par modèle, il n'y a plus de vérité. Il y a simplement un modèle qui est plus performant qu'un autre. Alors, ma question c'est, est-ce que il ne suit pas de là, de cette évolution, une sorte de lissage de l'hétérogénéité des data, puisque dans un système de covariation, comme il était dit tout à l'heure
On peut mettre des éléments psychologiques, des éléments biologiques, tout ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. La nature de l'élément ou de la donnée n'a plus d'importance. Donc est-ce que je vous ai bien saisi sur ce point? Et alors, deuxième, là c'est plus une question. Vous pourriez revenir sur votre distinction entre données et data? Que je ne saisis pas très bien, que je n'arrive pas très bien à placer. Est-ce que données, on reste dans le vieux modèle explicatif, et data, on est passé au nouveau modèle, celui de la modélisation? Je vous remercie pour cette analyse et ces questions. Je ne sais pas complètement si je suis passée d'un modèle épistémologique de vérification à un modèle épistémologique des modèles. Je pense que c'est clair que les bases épistémologiques classiques ne permettent pas de tenir ce qui est en train de se passer. Et donc, il y a un vrai travail à approfondir, à réaliser. Il y a un vrai travail, comme vous l'avez aussi noté, sur le fait de pouvoir redonner sa valeur et toute sa valeur à l'hypothèse, qui permet en fait aussi aux scientifiques d'aller un peu plus dans l'inconnu et d'aller un peu plus dans l'incertain. Donc je vous remercie beaucoup. Le lissage, oui, c'est le risque, mais je crois que les données résistent beaucoup et les biologistes résistent beaucoup. À un moment donné, on disait que voilà, il allait se passer en biologie comme ce qui s'est passé en physique. On allait développer des gros instruments et puis tous les biologistes viendraient et en fait il y aura des dispositifs énormes, fédérés, qui pourraient se faire et on pourrait faire la biologie là-dessus. En fait, les données de la biologie sont par essence d'une hétérogénéité telle que c'est envisageable, mais seulement pour une détermination, une destination précise. Et donc, la biologie résiste avec sa forme d'hétérogénéité. Et donc, il y a un vrai champ de travail et une vraie exigence à avoir sur la prise en considération de l'hétérogénéité sans la réduire et la prise en compte de la diversité. La chance qu'on a avec les big data, je dirais, c'est que, en fait, comme il y a cette envie d'aller chercher des données de manière non dirigée, on augmente de ce fait aussi la diversité et l'hétérogénéité des données qu'on va aller aussi intégrer. Mais voilà, donc c'est pour ça que je tenais à noter le fait, et ce que j'avais identifié chez les chercheurs, de pouvoir recourir à ce que j'appelais un complémentaire, c'est-à-dire une manière de pouvoir en fait voir la complexité, se rappeler la complexité, soit par l'imagerie, soit en prenant des variables de comportement, soit en prenant... mais c'est un risque sur lequel il faut avoir une vigilance. Donc on peut faire confiance aux biologistes pour un temps, mais peut-être faut-il continuer à avoir une vigilance. Ensuite, la distinction entre données et data, c'était plutôt pour avoir un moyen un peu de rappel. Les données, on les connaît tellement. On a toujours tellement l'impression qu'on peut les analyser, on sait les analyser. Les datas qui sont produites, c'est pas la même chose. Les données, on les produit avec une intention. On sait que quand on les recueille... on fait des analyses statistiques, mais les analyses sont faites aussi avec des formes d'attention. Donc on a des formes de vigilance. Pour les datas, ce qui se passe entre les datas qui sont produites et les données qu'on rend, il y a une forme de nébuleuse là, sur laquelle il est intéressant de voir que ça reste une nébuleuse et que qu'est-ce que c'est que ces data science qui sont en train de se développer? Eh bien, on s'aperçoit que les data scientists eux-mêmes, lorsqu'ils vont commencer à développer des algorithmes ou lorsqu'ils vont commencer à développer des propositions, il y a un moment donné où il y a quelque chose qui passe, qui n'est pas de l'ordre purement mathématique, qui n'est pas de l'ordre purement informatique, qui est d'un autre ordre, et qui est un ordre d'un savoir-faire, qui est l'ordre de l'intention, voilà, vous voyez, qui est l'ordre du chercheur, quoi, quelque part. Et en fait, l'idée, c'était plutôt de se souvenir de ça, pour garder des formes de vigilance. C'est pour ça, en fait, que cette distinction-là m'intéressait. Lucien de Mademoiselle de l'hôpital. Merci pour votre intervention qui m'a très éclairé. Il y a un excellent ouvrage de René Bouvresse.
de la famille de Jacques Bress, Saint-François Collège de France, sur Karl Popper, qui va tout à fait dans le sens, préfacé par Sir Karl Popper, et qui fait l'éloge, avec Karl Popper, de l'éthique, de l'incertitude et de la surprise dans les sciences. C'est ce que je voulais vous dire, parce que j'ai trouvé votre intervention très popperienne, et donc la science ne se trouve pas, comme dit Popper, dans l'accumulation des faits positifs, mais dans la possibilité ou non de sommation de l'erreur. Merci. Merci à vous. Je crois que j'irai pas jusque-là. Mais en tous les cas, je crois que ces espaces éthiques sont à renforcer en amont. Juste un point dans le sens de Michel Mayer. C'est vraiment, il y a un changement de modèle épistémologique, c'est-à-dire qu'on était de l'inférentiel, c'est-à-dire je fais une hypothèse, je vérifie si elle est correcte, à la vérité dans le grand nombre. Alors, la vérité dans le grand nombre, oui, ça sert à générer de nouvelles hypothèses, mais qu'il va falloir revérifier de manière inférentielle. Or, aujourd'hui, le saut qui est fait, c'est on n'a pas besoin, en fait, de cette dernière étape d'inférentiel, le fait de générer des hypothèses à partir de données sans modèle a priori, vit lui-même. Et c'est là qu'est probablement le problème. Alors, c'est comme toujours, les balanciers sont en train de pousser dans ce sens-là. Ce qui va se passer, c'est qu'on va en revenir pour un tas de raisons, parce que les modèles sont incomplets, parce que la qualité des données n'est pas ce que l'on pense, même dans ces grandes bases de données, et qu'on va finir par dire des années. Mais tant qu'on n'aura pas vu réellement l'impact, c'est-à-dire qu'un modèle très compliqué qui dépense beaucoup d'argent, qui accumule beaucoup de données sur des conneries monumentales, on ne se rendra pas compte du problème. Voilà. Il faut attendre peut-être un petit peu que les choses évoluent, mais bon, pour être poppérien, il faut que le modèle soit falsifié. Enfin, il y a une autre manière de faire qui renforce l'efficacité. Et moi, ce que je disais en fait aux chercheurs, c'est que nous, on travaillait en expérimentation animale. Les comités d'éthique en expérimentation animale, on est très en retard par rapport à vous, mais il y a une loi qui a été votée en février dernier pour pouvoir les rendre obligatoires. Avant, ils étaient optionnels et on les avait mis en place. Et moi, ce que je disais aux chercheurs, mais c'est une chance, quoi. C'est une chance phénoménale. Vous pouvez avoir votre dispositif expérimental analysé par un panel et qu'on avait cherché absolument à diversifier. J'y avais mis des animaliers, j'y avais mis l'infirmière, j'y avais mis... et en fait, ils avaient une analyse du protocole qui était telle que ça permettait, au final, d'avoir aussi des protocoles et des échanges entre les différents protocoles pour pouvoir optimiser le dispositif expérimental qui était fait. Le tout, après, c'est de changer un petit peu de posture. Mais en tous les cas, pour eux, je pense que c'était une véritable chance et que ça permettait d'avoir un temps d'avance, justement, sur ce développement des biologies prédictives. Voilà.